que ce soit en Irak ou à Kharkiv, il y a une difficulté quand même d'arriver à ces personnes-là et de pouvoir obtenir ces témoignages. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast des jours.fr. Le 24 février, les Ukrainiens se sont réveillés sous le bruit des bombardements russes. Le président Vladimir Poutine a envahi le pays, déclenchant un conflit comme l'Europe n'en avait plus vu depuis des décennies. Depuis le début de cette guerre, dans la série Ukraine, la guerre de Poutine, Les Jours vous proposent des entretiens avec des experts, des témoignages et des reportages. Stéphane Kenech est journaliste. Pour Les Jours, il suit ce conflit directement depuis le terrain. Bonjour Stéphane, alors est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement et nous dire depuis où tu nous parles ? Je m'appelle Stéphane Kenech, je suis journaliste depuis 2015. Je travaille principalement en Irak et en Syrie et je m'intéresse à l'État islamique et ses conséquences sur la population, donc tout ce qui peut toucher avec les crimes de guerre par exemple, sur le droit humain et sur les conséquences avec la population. Et je suis arrivé en Ukraine au début mars, au début de la guerre contre l'Ukraine après l'invasion russe. Et donc voilà. On est actuellement à Kiev, après avoir passé plusieurs jours à Kharkiv. Le sujet qui nous amène à Kiev aujourd'hui dans la capitale, c'est pour finir un sujet sur les crimes supposés de guerre commis par les Russes, notamment à Boutcha et dans les différentes villes et villages aux alentours de Kiev après le retrait russe. Donc là, tu m'as dit qu'avant, tu avais traité de la Syrie, l'État islamique. Pourquoi là, tu as décidé d'aller en Ukraine pour couvrir ce conflit ? En Syrie, forcément, il y avait la présence russe avec énormément de crimes de guerre et de massacres commis par l'aviation ou par des groupes comme Wagner. Donc j'ai toujours un œil sur la Russie depuis quelque temps. Pour moi, j'ai toujours vu la Syrie comme un terrain d'exercice militaire et de propagande pour la Russie. Donc aujourd'hui, il me semblait intéressant de voir un autre cas dans un autre pays qui est proche de l'Europe. Donc ça me semblait intéressant d'aller couvrir la guerre en Ukraine et de voir en fait les conséquences sur la population ukrainienne de la façon dans laquelle procède l'armée russe vis-à-vis de la population civile et aussi par rapport à la question de la propagande mise en place et de pouvoir en fait voir sur le terrain confronter on va dire la propagande russe et la réalité. Après il y a des similitudes notamment sur les bombardements en Syrie, des hôpitaux, des files d'attente à des boulangeries étaient souvent bombardées. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça se reproduit en Ukraine. Il y a des hôpitaux qui ont été bombardés. Il y a quelques jours, il y a une gare qui a été bombardée où il y avait des civils qui attendaient un train d'évacuation. Il y a des files d'attente pour recevoir des colis alimentaires qui ont été touchés aussi. C'est vrai que ça se reproduit comme si, encore une fois, la Syrie avait été un terrain d'exercice pour l'armée du Kremlin. Et après, pour travailler, ce qui est un peu plus difficile en Ukraine, c'est qu'habituellement, en Irak et en Syrie, j'étais plutôt avec les groupes comme l'armée irakienne ou les Kurdes, avec les forces démocratiques syriennes, qui avaient un appui aérien de la coalition et qui cherchaient à déloger l'État islamique. Et dans la configuration ukrainienne, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on est plutôt dans la partie où on se fait chasser par la Russie avec son aviation, avec ses bombardements. Et c'est eux qui cherchent à pousser les lignes ukrainiennes. Dans quelles conditions est-ce que tu travailles ? À quoi ça ressemble en fait une vie de journaliste sur un terrain de guerre ? Ça dépend des villes. Il y a certaines villes qui sont beaucoup moins touchées que d'autres. Mais si on prend l'exemple de Kharkiv, là par exemple, en l'espace d'un week-end, il y a eu 121 frappes qui ont touché la région de Kharkiv et le centre-ville.
Donc c'est-à-dire que c'est un rythme assez constant et fréquent. Et donc du coup, il faut réussir à sortir des abris au bon moment. C'est-à-dire que quand il y a des alertes qui prévoient des bombardements, il y a des sonneries, des alarmes qui se déclenchent dans la ville ou sur les téléphones portables en téléchargeant une application. Donc on sait qu'il y a une possibilité de bombardement à ce moment-là. Donc forcément, on ne sait pas la localisation. La difficulté pour nous, c'est qu'on sort des abris parce qu'on doit suivre une personne qui fait partie de notre reportage. On s'intéresse à cette personne-là et du coup, on est obligé de sortir et indirectement, à ce moment-là, on est exposé et du coup, on essaie de prévoir des alternatives s'il y a une frappe qui se rapproche, un bombardement qui se rapproche, de voir avec notre fixeur les différents abris qu'il peut avoir autour, même si on est exposé, au moins on sait que à 300 mètres à droite, il y a un abri où on a repéré un métro la dernière fois, donc on peut s'abriter dans le métro. Et est-ce que c'est plus ou moins facile de parler aux gens dans ces circonstances-là, que ce soit les interlocuteurs officiels, les autorités, les gens que tu rencontres sur ton chemin? Est-ce que les gens ils sont plus disposés à parler? Enfin, quelle relation et quel lien tu peux établir avec tes interlocuteurs dans ce contexte-là? En Ukraine, c'est un peu un cas particulier pour moi parce qu'habituellement, j'arrive assez facilement à pouvoir parler avec tout le monde, que ce soit des personnes de l'administration ou des militaires ou des civils. Aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une forme de paranoïa qui s'est installée vis-à-vis justement ce qu'ils appellent les saboteurs ou les espions russes. Du coup, on est directement perçu, on peut être perçu comme un danger. C'est-à-dire que si on rentre dans un métro, qu'est-ce qu'on va en fait dire dans le papier ou qu'est-ce qu'on pour un journaliste de télévision, qu'est-ce qu'il va filmer? Donc du coup, le risque que l'information qu'on va donner et que les Russes vont pouvoir récupérer. Donc du coup, il y a toujours un côté un peu plus froid. C'est plus compliqué d'avoir un accord pour travailler, enfin pour pouvoir discuter avec une personne parce qu'en fait, elle sait très bien que ce qu'elle va dire, ou en tout cas le lieu dans lequel cette personne est, sera de près ou de loin à un moment donné utilisé par la Russie avec un risque de peut-être cibler plus tard je sais pas, une position d'un checkpoint ou par exemple un métro où il y a à peu près si c'est pour ça que dans mes papiers rarement je précise le lieu exact. Un, parce que je leur fais une promesse de pas préciser le lieu, et de deux, moi par mes propres convictions, je n'ai pas envie de mettre en difficulté des personnes que j'interviewe. Une fois qu'on a percé ça, les personnes sont assez enthousiastes de parler parce qu'ils ont quand même vécu pour la plupart des traumatismes et pour certains ça fait du bien de parler, de pouvoir raconter ce qu'ils ont vécu et du coup c'est peut-être une forme de travail sur eux-mêmes aussi au moment de pouvoir se libérer auprès d'une tierce personne. Et qu'est-ce qui te plaît en fait dans le fait de traiter ces sujets-là, d'être sur un terrain de conflit? Parce que je pense que j'ai appris à évaluer le danger et à mesurer le niveau de risque et du coup j'arrive, je pense, à pouvoir évoluer sur un territoire qui est dangereux tout en prenant les précautions nécessaires et ce qui permet d'obtenir des témoignages finalement que ce soit en Irak ou à Kharkiv. euh, il y a une difficulté quand même d'arriver à ces personnes-là et de pouvoir obtenir ces témoignages. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est très important de pouvoir donner la parole à ces personnes-là. Donc, pour moi, c'est plus une forme de nécessité en tant que journaliste de donner la parole à des personnes qui sont, entre guillemets, lointaines, éloignées du fait d'un conflit. Pour les jours, t'en es au moins à ton sixième ou septième papier, je crois. Euh, Est-ce qu'il y en a un que t'as préféré, ou alors tout simplement qui t'a marqué, hein, pour une raison X ou Y? Bah, honnêtement, le papier qui m'a plus plu,
c'est celui de Kharkiv, parce que il y a 10 ans, j'avais été dans cette ville et j'avais beaucoup apprécié, enfin, j'avais fait de très belles rencontres, j'avais beaucoup aimé. Et aujourd'hui, revenir dans ces conditions-là, ça m'a fait un choc. Et le papier qui figure dans les jours, avec cette dame qui est dans le métro et qui n'arrive plus à avancer parce qu'elle est pétrifiée. C'est pour moi très symptomatique de la pression russe qu'on exerce, enfin qu'ils exercent sur la population. C'est que ils figent les gens dans l'espace et dans le temps, et ces personnes-là ne sont plus capables de prendre une décision qui pourrait être rationnelle, qui est fuir pour se protéger ou pour retrouver les siens. Et je trouve que dans ce témoignage, ça se sentait, et je trouvais ça très fort, parce que je trouve que ça résume plutôt bien la situation de ce tempo de la guerre. Ukraine, la guerre de Poutine. Ukraine, la guerre de Poutine est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.